Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes. Ça, c'est important de le dire. Du coup, merci à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin ou qui vont nous rejoindre dans ce webinaire qui a lieu dans le cadre de l'été du podcast de Ground Control. Du coup, vous pouvez nous poser les questions tout au long de la conférence via les questions-réponses de Zoom ou alors sur Facebook. Et on aura un moment spécifique de questions-réponses pour vous répondre et aussi tout au long si on sent qu'il y a des questions qui nous parlent direct. Du coup, ce matin, donc, il y a 3 personnes présentes. Donc d'abord Nina Daboussi, qui est podcasteuse pour Le cul entre deux chaises, la fondatrice de ce podcast, qui est étudiante également en sciences sociales et communication sur les questions d'immigration et de diaspora. On a également Julien Vidal, ça part de moi, fondateur donc, du mouvement Ça commence par moi et podcasteur de 1030 Glorieuses. Vous m'arrêtez direct quand je me trompe. Il n'y a pas de... Voilà. Et enfin, Anthony Vincent, qui est du coup... j'ai choisi la présentation longue, Anthony, du coup, parce qu'on a préparé ce webinaire avant au téléphone. Donc, tu es journaliste pigiste indépendant qui écrit sur la culture, la mode, la beauté pour des médias comme Tétu, Les Inrocks, Heidi, et tu es aussi, et c'est pour ça que tu es là en grande partie, cofondateur du podcast Extimité, co-animé avec Douce Thibondo. Voilà, du coup aujourd'hui, donc la conférence s'intitule Le podcast et comme un outil pour passer à l'action et comme un moyen de s'engager. Donc moi, c'est une question qui me passionne assez parce que ça fait partie aussi de mon activité de journaliste et d'activiste sur les questions de genre et de sexualité. Et du coup, je suis allée un peu regarder qu'est-ce que c'était la définition d'activisme. Et j'ai regardé... Alors, j'ai pas fait une thèse sur l'activisme non plus, mais en gros, l'activisme, c'est une définition qui a commencé à se généraliser dans les années 60 avec une idée de faire de l'action directe sans passer par des étiquettes politiques ou en tout cas par un parti politique pour aller straight to the point. Mais du coup, c'est un terme qui est aussi devenu assez policé à mesure du temps parce qu'à force de se départir d'étiquettes politiques, on peut se poser la question de est-ce que l'activisme maintenant, c'est pas juste publier des carrés noirs sur Instagram comme militantisme ou des actions uniquement sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'activisme, pour moi, ça interroge vachement la question de l'engagement et aussi de quelle forme on veut pour notre militantisme. Est-ce que c'est uniquement aller brandir des pancartes en manif? Est-ce que c'est organiser des événements pour sa communauté ou est-ce que ça peut être également juste être attentif et prendre soin des personnes vulnérables de sa communauté? Voilà. Et donc là, on est ici pour s'intéresser évidemment à l'activisme dans le cadre du podcast, ou en tout cas avec le podcast. Et l'idée, c'est aussi de créer donc d'autres représentations, déjà, avec l'expérience en tant que podcasteur et podcasteurice, avec les interviewés et les auditrices. Et j'ai l'impression aussi de laisser les concernés parler de ce qu'ils connaissent bien. Donc, vous trois, vous parlez de 3 sujets quand même assez différents qui se recoupent parfois. Et donc là, moi, j'ai relevé plutôt environnement, race et genre sur les grands thèmes qui sont présents dans vos 3 podcasts. Et ce qui me semblerait important aussi quand on parle en présentation d'activisme et de podcast, c'est la particularité qu'a le podcast de sortir de cette idée de neutralité, d'objectivité, puisque un podcast, c'est un médium situé, enfin un média situé où la personne dit d'où elle parle en ce qui concerne sa race, son genre et sa classe sociale, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte, contrairement à la plupart des médias traditionnels. Et enfin, le podcast, c'est un médium de l'intime, des imaginaires, et du coup, comme on dit très bien les féministes, l'intime, c'est politique. Donc, on peut se dire que le podcast est un peu l'outil de rêve pour passer à l'action, s'engager. Mais du coup, la question, c'est vous, qu'en est-il de vous? Du coup, ma première question,
était quel est votre premier souvenir lié au podcast et à l'activisme? Et je veux bien peut-être commencer par Nina. Si... Voilà. Ok, ouais, pas de souci. Alors moi, j'écoutais pas du tout de podcast avant il y a 3 ans parce que c'était pas un format qui était écouté par mon entourage ou dans mes études. Et c'est un format que j'ai découvert en arrivant à Paris, en fait. Et c'est venu d'un milieu assez parisien qui a commencé à me parler des podcasts. Et notamment, on m'a recommandé La Poudre. Et en fait, je crois que la première fois que j'ai compris toute la potentialité qu'il y avait derrière ce format, c'est en écoutant l'épisode de Ramayad, donc qui est une personne avec qui je partage pas du tout les opinions politiques, voilà. Mais j'ai entendu vraiment une facette de cette personne que j'avais jamais entendue avant. Et j'ai compris un peu pourquoi son parcours était son parcours, pourquoi elle avait ces idées-là, alors que c'était une femme noire. Et c'est là que le podcast m'est apparu vraiment comme un format où les invités vont dans leur intimité et acceptent vraiment de se livrer. Et c'est un format où on a peut-être moins peur que devant une caméra. Et je me suis aperçue aussi que c'était beaucoup moins contraignant que de lire un livre, que de regarder une vidéo. Le podcast, j'ai commencé à l'écouter quand j'étais en stage et que mon stage était assez peu intéressant parfois et où j'avais des tâches, bon, voilà. Et du coup, je pouvais utiliser mon cerveau et nourrir mon cerveau en même temps. Et qu'il y avait dans la parole quelque chose qui se rapprochait un peu de la psychanalyse et aussi de la performativité de la parole, c'est-à-dire que écouter quelqu'un qui me ressemble parler, c'était un peu comme si moi je m'exprimais et je me sentais très très proche de cette personne et il y a vraiment un lien intime. Et donc c'est là où j'ai commencé à vouloir chercher des émissions avec vraiment des gens qui me ressemblent et des sujets qui me parlent particulièrement. Donc dans mon cas, le métissage. Et j'ai eu un peu de mal à le trouver. C'est finalement 6 mois après cette découverte du podcast que d'autres gens ont lancé des formats comme Extimité notamment. Et c'est comme ça, en fait, en voyant toutes les potentialités de ce format par rapport à d'autres, que je me suis dit que c'était vraiment celui-là que je voulais adopter pour lancer un contenu un peu militant. Et Julien, Anthony, est-ce que ça vous parle? Peut-être Anthony, puisqu'on parle d'extimité. Un peu comme Nina, je pense que j'ai découvert le podcast avec La Poudre et vers 2016-2017. Et d'emblée, ça m'a beaucoup intéressé comme média, comme médium aussi, parce que je suis moi-même journaliste et je me rendais bien compte que ça permettait d'avoir du temps long, une parole qui se déploie sans entrave, sans contrainte de format, de cases de radio ou de cases de télévision ou de pagination dans la presse écrite. Et ça me paraissait très, très libre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a lancé Extimité, c'est pour ne pas être contraint par qui que ce soit, ni quoi que ce soit, et pouvoir déployer la forme qu'on voulait en fonction des invités. Donc, si l'épisode dure une demi-heure, c'est pas grave. S'il dure une heure et demie, c'est pas grave. On fait ce qu'on veut, en fait. Et oui, je pense que ça m'a aussi, avec La Poudre, qui faisait parfois des événements, et d'autres podcasts qui faisaient parfois des événements, je me suis aussi rendu compte effectivement de ce que ça pouvait permettre en termes de lien avec l'audience et d'engagement dans le concret aussi, de rencontres physiques, de manifestations physiques ou même de spectacles, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on fait aussi avec Extimité. Effectivement, on a eu plusieurs rencontres physiques, on a créé un festival, on a fait des journées de care pour notre communauté, des choses comme ça. Et donc, ouais, c'est là où vraiment j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait imbriquer un podcast qui est un média avec une performance physique de l'ordre de l'activisme, du militantisme. Et je crois que je déborde sur la question suivante. Et toi, Julien? Moi, j'ai d'abord commencé par l'action. J'avais besoin de vivre sur le terrain les luttes, les incompréhensions du système. Et donc, j'ai fait ma carrière au début professionnelle dans les milieux des ONG. Et j'ai vécu dans les quartiers populaires en Colombie, puis ensuite aux Philippines pendant 5 ans. Et pour comprendre les inégalités économiques, pour comprendre les inégalités climatiques, mais
petit à petit, je me suis rendu compte que cette action, elle suscitait plein de questions et que les questions, j'arrivais à y répondre à travers d'autres contenus. Et j'ai commencé à consommer, à écouter et surtout à regarder beaucoup les nouveaux vlogueurs qui arrivaient et qui donnaient leur avis. Et puis en fait, après, c'est début 2014, la montée de Thinkerview que je découvrais sur YouTube. Et en fait, j'ai découvert au même moment, 1 ou 2 épisodes après, qu'il y avait un podcast de Thinkerview. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement plus puissant que le gars qui est assis sur sa chaise pendant 2 heures. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je suis avec lui, ça me laisse de la place pour que, en fait, non seulement je partage cette analyse, mais que je me l'approprie. Et donc, ça a été le début d'un fil que j'ai tiré pour répondre à énormément de questions que je me posais. Et c'est là aussi, je me suis rendu compte à quel point le podcast était en plein boom, mais surtout à quel point il arrivait à répondre et apporter de la nuance dans des questions qui, en général, étaient traitées de manière un peu moins subtile dans les médias que je connaissais. Et pour moi, ensuite, et je vais déborder aussi un peu comme l'a fait Anthony sur les questions d'après, ça a été ensuite, à mon retour en France en 2016, mais une excuse, un prétexte extraordinaire pour aller poser, moi, les questions que j'avais encore qui étaient sans réponse et de créer mon podcast. C'était finalement presque l'acte le plus égoïste qui soit parce que en fait, j'avais envie d'aller rencontrer plein de gens inspirants et c'était génial comme format. On est libre de faire tout ce qu'on veut, sur la durée qu'on veut, dans le format qu'on veut, de laisser aussi de la place à sa créativité. C'est fou. Bon, puisque vous débordiez tous et toutes sur la question suivante, c'est effectivement la question de la communauté, parce que le podcast, la différence entre la radio et le podcast, c'est aussi cette idée de tisser des liens avec la communauté d'auditeuristes. J'emprunte le terme de Victor Tuaillon sur ça et je le trouve très à propos. Et du coup, de voir comment on crée une communauté autour de soi, à la fois de personnes qu'on interviewe et qu'on fait revenir potentiellement pendant le confinement, par exemple, comme vous l'avez fait dans Extimité, et aussi des auditeuristes qui seraient intéressés par votre univers, aussi ce que vous incarnez et les messages que vous portez. Du coup, ma question, c'est quelle forme prend votre communauté à vous ? Comment vous faites pour l'entretenir ? Et puis, quelle place elle a dans l'écriture du podcast et dans votre manière de réfléchir au-delà du podcast, donc votre engagement. Et donc, on parlait tout à l'heure de, par exemple, créer des événements autour du podcast. Donc, je veux bien que vous reveniez sur cette idée de communauté. Et peut-être la personne qui a envie de prendre cette question en premier. Vas-y, Nina. On reprend le Alors, moi, au niveau de la communauté, donc c'est un bébé podcast qui se porte très bien, mais il a 5 mois. Le premier épisode a été diffusé le 20 mars et ça a tout de suite beaucoup plu. Je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante pour toutes les personnes qui se mobilisent autour de Le cul entre deux chaises. Ce qui est difficile avec le podcast, c'est que contrairement à des plateformes comme YouTube, par exemple, ou bien le fait d'avoir un blog, même si on peut avoir un blog à côté, en fait, on peut multiplier les plateformes autour du podcast. Les plateformes d'écoute habituelles, que sont par exemple Spotify, Deezer ou Apple Podcast, laissent pas de place à l'interaction avec le créateur ou la créatrice. Ce qui fait qu'on, globalement, toutes et tous, on utilise les réseaux sociaux. Et moi, en tout cas, c'est là où j'interagis vraiment avec cette communauté. C'est la communauté de Le cul entre deux chaises. C'est à la fois des personnes qui sont concernées par les thématiques qu'on aborde. Donc, dans Le cul entre deux chaises, on aborde la construction identitaire des personnes métisses, adoptées, et on parle de métissage en fait racial ou culturel, par exemple avoir ses 2 parents d'origine marocaine mais vivre en France. Et de l'autre côté, il y a le public non directement concerné par ce qu'on parle, qui est par exemple la famille ou bien des personnes blanches qui fréquentent des personnes racisées. Et en fait, ce qui a été difficile un peu pour moi avec ces gens qui tout d'un coup commençaient à interagir avec moi alors que c'était un projet que j'avais monté toute seule de mon côté, c'est j'ai mis le doigt sur un sujet où il y avait peut-être encore pas beaucoup forcément de contenu sur cette thématique-là véritablement, et donc il y avait beaucoup de gens qui tout d'un coup trouvaient un espace pour s'exprimer, et notamment via la boîte mail.
avec des mails qui sont très longs et des histoires qui sont parfois très difficiles, en fait. Et il y a tout un travail un peu psychologique que je n'avais pas forcément anticipé avec cette communauté-là, de gens qui me livrent leur histoire, qui sont des histoires qui sont souvent aussi très proches de la mienne. Et donc, comment on arrive à garder la discussion ouverte sans que moi, je sois psychologue, et ce qui fait réfléchir à l'ouverture de nouveaux formats aussi. Donc, le podcast, comme il est tout jeune pour l'instant, j'interagis avec les personnes juste sur les réseaux sociaux ou bien par mail. Et là, on va organiser des événements, des rencontres, donc pourquoi pas aussi des cercles de parole pour donner l'occasion aux gens de parler. Parce qu'il y a d'un côté le podcast où je ne peux pas inviter tout le monde à raconter son histoire. Et puis, il y a le fait de créer le podcast qui doit servir à créer du lien entre les personnes. Et donc, il y a des gens qui se sont rencontrés grâce à le cul entre deux chaises, qui ont monté d'eux-mêmes et d'elles-mêmes des groupes de parole autour de ça. Et vraiment, je trouve ça formidable. Il y a des gens que je veux mettre en lien. Et puis, moi, ça m'a permis aussi de sortir un peu de ma solitude militante par rapport à ces sujets-là et de rencontrer d'autres gens qui créent autour du métissage, autour des questions raciales. Donc, c'est un peu plein de petites communautés différentes qui se créent. Et c'est vraiment top. Merci Julien. C'est fou parce que l'expérience de mon premier podcast, ça commence par moi l'émission, puis ensuite 2030 Glorieuse est complètement différente parce qu'en fait, le mouvement, ça commence par moi qui est né en 2016. Il a grossi, il a créé une belle communauté et puis aujourd'hui, c'est la majorité de mon travail et donc je rencontre entre 5 et 10 000 personnes chaque année à travers les conférences, les ateliers. Sur les sujets du monde de demain. Donc, souvent, c'est un prisme environnemental, mais après, il y a de la solidarité, il y a plein d'autres questions. Et donc, en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui partageaient les questions que je me posais, mais qui en avaient aussi d'autres en recoupant un peu toutes ces questions, je voyais un peu les tendances et parfois encore ce qui n'était presque même pas encore posé comme question, ou en tout cas, je voyais les caps vers lesquels on pouvait orienter sur la discussion à matérialiser et à normaliser pour faire avancer notre société. Et donc, du coup, pour moi, le podcast, c'était vraiment cette occasion-là, profiter de cette expérience et de tous ces retours de la communauté Ça commence par moi pour leur proposer des caps et essayer de les guider vers des endroits soit qu'ils avaient deviné, soit qu'ils n'avaient pas encore deviné. 2030 Glorious, c'est tout à fait ça. De plus en plus, je me rendais compte que le passage à l'action, il a été nécessaire, mais il avait besoin d'être nourri par des caps enthousiasmants. Et donc aujourd'hui, 2030 Glorieuse, c'est grâce à eux que c'est advenu, mais c'est aussi maintenant grâce à eux que j'arrive à faire le travail de repérer tous les métiers de demain. Parce que c'est vraiment une porte-métier 2030 Glorieuse et donc c'est difficile d'avoir un radar suffisamment large sur tout le territoire, dans tous les secteurs, pour arriver à trouver un berger urbain à Lyon, à trouver une objet-tech à Bordeaux, enfin j'en sais rien, mais tous ces métiers qui sont parfois tellement encore clairsemés, rares, qu'en fait, il y a besoin d'un maillage très précis. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment c'est des vases communicants qui font qu'on s'alimente pas mal sur ces questions. Ouais, c'est génial, ça devient de la co-création. Exactement. C'est trop bien. Nous, un peu comme Nina, pour le coup, c'est assez délicat comme sujet qu'on traite dans l'extimité et souvent ça part de trauma aussi. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'appel au casting pour trouver les futurs invités et qu'on va plutôt être dans une démarche où on va repérer des gens lors d'événements physiques. C'est pas le but premier des événements physiques, mais ça nous arrive comme ça de rencontrer des gens qu'on invite par la suite dans l'extimité lors d'événements physiques. Parce que quand on nous envoie des mails très longs qui racontent des vécus parce qu'ils veulent participer au podcast, ils ou elles veulent participer au podcast, c'est toujours assez délicat parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils s'expriment, comment est-ce qu'ils vont assumer les conséquences aussi de ce qu'ils vont dire dans le podcast. Et d'ailleurs, je crois que et on ne leur jette pas du tout la pierre, mais il y a 2 ou 3 personnes qui ont été invitées dans le podcast suite à un envoi de mail. Et ces 3 personnes-là, elles ont toutes demandé à ce que leur épisode soit dépublié. Et je pense que c'est des personnes qui n'avaient pas assez pris en compte à quel point ça pouvait être dévoilant, en fait, comme démarche de s'exprimer dans l'extimité. Extimité, ça veut dire quoi? C'est l'intimité exposée, quelque part. C'est révéler une partie de soi afin de mieux se l'approprier. Et ça peut être très difficile.
Et Nina, c'est marrant ce que tu dis. Enfin non, c'est pas drôle, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi aussi, je l'ai vécu et c'est ce que beaucoup de militants et militantes vivent aussi parfois. C'est ce qu'on peut appeler le traumatisme vicariant. C'est une forme de traumatisme par procuration. Quand on te raconte un récit qui peut être très lourd, très difficile parfois. Et toi, en tant que réceptrice de ce récit, ça peut avoir un impact dans ta vie et ta psyché, en fait, quelque part. Et nous, pour revenir plus directement à la question de le lien à la communauté, à l'audience, les événements physiques, oui, nous permettent de sentir ensemble, de prendre soin les uns des autres et les unes des autres et de se rencontrer. Ouais, c'est génial aussi de se rendre compte que en fait, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des stats, c'est aussi des gens, des rencontres, des échanges. Et ce que je trouve très drôle aussi avec l'audience, c'est les stats Spotify. Je sais pas si vous regardez, mais vous pouvez voir quelle musique ils écoutent aussi. Et ça permet de se rendre compte que, nous, ils aiment Angèle, ils aiment bien Aya Nakamura, et on adore regarder ça. Ça permet aussi d'avoir des goûts. C'est pas que des chiffres, c'est vraiment des personnes avec des goûts, des intérêts et tout. Et ça me fait rire. Et sinon, oui, parmi les souvenirs qui lient le podcast à l'activisme et aussi les souvenirs qui me font penser qu'on a une audience forte, justement, quand on avait fait la marche, la journée, pardon, des droits des femmes. On était dans la manifestation en tant que simple citoyen et citoyenne, 12 et moi, et il y avait des gens qui s'arrêtaient pour dire « Ah, mais vous êtes activité et tout, machin ». Et c'était hyper content de nous croiser. Et nous, ça nous faisait trop bizarre parce qu'on pensait qu'on était bien cachés derrière nos micros, tu vois. Et même chose, lors de la Pride, le 4 juillet, moi, j'étais à un mariage, donc je ne pouvais pas y assister. C'était un mariage gay, donc c'était un peu une mini-Pride. Mais Douce était là-bas et elle a pu interviewer des gens et je pense que ça a créé de la confiance en fait parce qu'ils nous connaissaient un petit peu déjà et je pense qu'ils ont accepté ils et elles ont accepté de participer à ce documentaire qui est sorti plus facilement parce qu'ils nous connaissaient vaguement et c'est ça qui est assez génial, ouais, c'est qu'on a une audience qui nous fait confiance et c'est cette confiance-là qui nous permet de les inviter derrière dans le podcast. Je trouve ça hyper intéressant. Pardon, Nina. Vas-y. Non, c'était en fait aussi un point sur la potentialité en fait du podcast de véhiculer, de créer du militantisme, de l'activisme. Je vois plein de gens qui me répondent par rapport à un épisode en disant merci pour cet épisode, ça raconte tout à fait mon histoire. Et en fait, c'est une conversation que j'arrivais pas à avoir avec mon entourage. Et du coup, je leur ai envoyé l'épisode. Voilà, écoutez ça. C'est la conversation que j'aurais aimé avoir avec vous. Ou juste, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans la création, en fait, mes épisodes, c'est moitié la parole de la personne qui est interviewée, moitié des commentaires de ma part où je déconstruis le discours qui est tenu, j'essaie d'apporter des éléments historiques, sociologiques. Et je garde toujours en tête que j'ai deux publics cibles. En fait, il y a d'un côté les personnes qui sont directement concernées, donc les métis, les adoptés, métis culturels et raciales, et de l'autre côté, ma grand-mère blanche. Et je dois essayer de rendre accessible tout ce qu'on dit, tout ce vécu à ma mamie. Et donc de l'accompagner en fait en la tenant par la main dans tous ces termes, tous ces vécus qui sont très loin des siens. Et c'est ça que je trouve aussi super avec le podcast, c'est que c'est un espèce d'outil concret qui peut circuler par lui-même, que les gens s'envoient et sans être un public captif, parce que les gens peuvent quitter l'épisode. C'est quand même un format que les gens peuvent écouter tout seuls, sans être jugés, se faire leur propre avis. Et c'est ça qui est... Il y a vraiment des gens très différents qui écoutent le podcast et des gens qui auraient peut-être jamais entendu parler de ces problématiques-là, qui se seraient jamais intéressés à ça si en fait la communauté n'avait pas partagé à ces nouveaux cercles et s'était pas approprié les épisodes pour les utiliser en fait dans leur propre intérêt. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce dont on parle là, c'est vraiment l'incarnation du coup des problématiques que vous abordez chez les auditeuristes, que vous ciblez et qui vous écoutent et qui interagissent ou non avec vous et avec nous. Et du coup, il y a quelque chose qui se crée où on sent qu'il y a vraiment cette interaction et cet aller-retour entre les deux. Et c'est un peu ce dont vous parliez. Alors, du coup, vous en parliez pas mal sur la question soit de la prospective, soit la question
aussi de la perspective mémorielle et voire traumatique de la mémoire. Moi, il y a une question que je me pose là dans ce que vous dites, c'est comment, est-ce que du coup ces interactions avec cette communauté, ça a créé une évolution dans votre engagement personnel? Est-ce que vous avez senti qu'à un moment, il y a eu en particulier une interaction ou une série d'interactions avec votre communauté qui vous a fait changer quelque chose de manière assez importante dans votre manière de voir l'engagement militant? Vaste question. Et on se regarde tous en chien de faïence. Tu devais placer chien de faïence, Anthony, c'est pour ça? Non, non, du tout. J'ai juste des expressions de vieux. Mais vas-y, Nina, à toi l'honneur. Je te jette Allez, plus à chaque fois. allons-y. Ouais, en fait, je réfléchissais à... Parce que, en fait, le podcast, il est assez jeune par rapport à vous, ce que vous avez produit. Donc, vous avez plus de recul. On parle aussi de positionnements différents où toi, Julien, en fait, tu es professionnel, tu es payé par... Enfin, tu vis de toute cette initiative que tu as créée. Euh, pour Extimité, Douce et Anthony, vous êtes indépendants, donc vous êtes payé par personne, ce qui vous permet aussi d'être assez libre dans votre format. Et moi, c'est pareil, je multiplie les aspects de vie entre le travail, les études et puis le podcast à côté. Mon podcast, il est assez jeune, il a 5 mois. J'ai Je sais pas. En fait, la communauté me demande de. Il y a des gens qui me demandent est-ce qu'un jour tu vas parler de tel sujet, est-ce que tu vas parler de telle communauté, est-ce que tu vas aborder ceci, cela. J'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer, donc je saurais pas identifier de moment pour l'instant où j'ai changé de cap, où j'ai eu encore une grande révélation. Euh, c'est peut-être plus, j'ai été plus confirmée en fait dans mes intuitions. Notamment, il y a un épisode sur donc de la série qui a été enregistrée pendant le confinement. C'est un épisode sur les Outre-mer confinés avec une militante activiste qui s'appelle Canoubis sur les réseaux et qui est une activiste de l'écologie décoloniale et notamment pour en fait la situation des Outre-mer qui sont encore aujourd'hui traités comme des colonies même si elles n'en ont pas le nom. Et où vraiment cet épisode, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui n'avaient jamais entendu parler de ces sujets-là. Et où moi, je me demandais en fait comment il allait être reçu parce que c'était le premier épisode qui était si engagé, en fait, avec une dimension si militante. Et les gens avaient envie d'entendre plus de contenu comme ça. Donc, j'ai pas eu encore je ne peux pas répondre à ta question avec une grande discussion qui a encore révolutionné ma vie. J'attends. Anthony? Justement, j'essaie de gagner du temps pour réfléchir. Non, mais en réalité, je pense pas que ça a changé énormément. En fait, si, ça m'a permis de mieux comprendre à quel point l'intersectionnalité n'était pas très bien comprise en France et très, très accaparée par des personnes qui la maîtrisaient pas ou dévoyaient le concept. Et, Définition comment? d'intersectionnalité. Alors, oui, c'est un terme qui a été défini par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste afro-américaine qui essayait de mettre le doigt sur le fait que, en fait, quand tu es une femme noire aux États-Unis, eh ben, qui a un problème au travail, par exemple, si tu prends l'argument de discrimination raciale, eh ben, tu n'es pas très bien comprise. Et si tu prends l'argument de la discrimination sexiste, tu n'es pas non plus très bien comprise. Et elle essayait de faire comprendre avec le terme d'intersectionnalité la façon dont les discriminations peuvent se télescoper les unes les autres pour créer des formes de discrimination spécifiques. En l'occurrence, des femmes noires victimes de misogynie noire au travail. C'est à la fois de la misogynie, à la fois du racisme, et c'est pas juste misogynie plus racisme. C'est pas juste la somme de deux discriminations à la fois, c'est la façon dont elles se démultiplient entre elles pour créer une forme d'oppression spécifique. Et donc, toutes ces violences structurelles qui existent dans la société et qui la structurent, d'où structurelles, créent parfois des formes de discrimination spécifiques ou pas. Et dans Extimité, justement, on parle de ça. Nos invités, c'est des personnes qui sont souvent à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois,
C'est pour ça qu'on va parler de validisme, de sexisme, de racisme dans un même épisode, parce qu'on va être avec une personne qui est handicapée, racisée et femme, ou bien trans, ou d'autres d'autres expressions ou identités de genre. Et je ne vous parle même pas de la carte de la sexualité aussi, de la dimension, pardon, qu'est la sexualité. Donc, quand on fait ça, notre audience le comprend assez bien. En tout cas, elle écoute l'épisode en entier, donc elle comprend comment ces discriminations, violences structurelles peuvent se télescoper les unes les autres. Mais ce qui me fascine et me déprime un peu, c'est la réception du côté des médias et de mes confrères et consoeurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est qu'extimité, à le mettre dans une case. Ah bah, il parle que de sexisme, ou bien que de racisme, ou bien que de validisme. En fait, on fait tout ça, et ça dépend des intervenants. Ah bah, merci beaucoup, Marika, pour la page Wikipédia d'intersectionnalité. Mais c'est ça, en fait, c'est que il et elle n'arrivent pas très bien à nous caser, et ça montre à quel point il y a encore beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire. Et comme tu le disais, Julien, et comme tu le disais, Nina aussi, c'est que le podcast, c'est aussi un outil génial pour faire de la pédagogie et permettre aux gens de comprendre ce que sont les nouveaux métiers, ou bien les nouveaux enjeux écologiques, ou bien, oui, les questions de racialisation, de métissage, etc. Et nous, effectivement, Extimité, ça nous permet de faire de répondre sans y répondre vraiment à l'injonction pédagogique qu'on attend beaucoup des militants et militantes, en fait. C'est très, très, très fatigant de devoir répondre toujours aux mêmes questions, genre, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pouvez définir ci ou ça? C'est ce qu'on fait dans chaque épisode. On va définir validisme quand on va dire validisme dans l'épisode. Et la personne, elle va s'exprimer une fois, et la ressource, l'épisode, sera là ad vitam aeternam, théoriquement. Et effectivement, comme toi, Nina, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens envoient un épisode d'Extimité pour répondre, en fait. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est notre manière de réagir sur Twitter. C'est qu'on voit un phénomène, je sais pas, quelqu'un qui est encore en train d'hypersexualiser les hommes noirs, par exemple, et ben on va lui envoyer on va envoyer à cette personne tous les épisodes où il y a des hommes noirs qui racontent à quel point c'est pénible et hypersexualisant et discriminatoire de faire ça, et faux, enfin voilà. Et voilà, et je m'égare, mais oui, je pense que ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça a bouleversé en moi. C'est de me rendre compte à quel point, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie qui restait à faire. Et c'est pas grave, on va la faire. C'est un combat, de toute façon, qui est intergénérationnel, je pense. Je pense pas qu'on va voir la fin, je suis désolée, hein, mais qu'on va voir la fin du racisme, du sexisme, ou qu'on va enfin comprendre les enjeux de l'écologie décoloniale de notre vivant. Je pense que ça va nous dépasser. Ce sera pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais il faut qu'on mette notre pierre à l'édifice, quoi. Donc, on ne se décourage pas, et on se dit que ça ne va pas être gagné en un an, ni en un podcast, mais en plusieurs générations peut-être. C'est hyper intéressant de vous entendre sur ces... on est très complémentaires. Bravo pour la sélection, Constance. Franchement, c'est top On peut que- remercier Eisenstein de Grand Contrôle et parce que je vous entends et je trouve vos réponses hyper pertinentes, et à la fois à des kilomètres de ce que j'aurais tendance à répondre sur ce que m'apporte la communauté pour moi. Ça m'évite, tu en as parlé très rapidement, Anthony, sur le fait dans les grands médias, d'avoir envie de mettre les choses dans des cases, et parfois de sursimplifier les sujets. J'en ai déjà parlé, et en étant en contact des médias à la fois presse et télévisés, je me rends compte à quel point on a tendance à tomber dans une mécanique du biais de confirmation, et à s'hyper spécialiser sur des sujets, et puis en fait à voir sa vérité, ou même à vouloir faire sa vérité. Et moi, les échanges avec la communauté, au contraire, ça me permet de rester dans le réel. Ça me permet de me rendre compte des endroits où je m'égare, des endroits où je devrais en fait à nouveau ressortir de ma zone de confort pour étayer, détailler, réfléchir à nouveau, complexifier mon point de vue. Et je trouve que le podcast, par rapport à ça, c'est quelque chose de passionnant, parce qu'on est dans une instabilité, d'une certaine manière, qui nous pousse à être toujours en mouvement et à toujours vouloir aller plus loin, et à pas se satisfaire d'un moment, d'une émission, d'une conversation, mais à toujours vouloir y apporter une autre vérité, et à complexifier en permanence. Pour moi, le podcast, c'est vraiment ça. C'est l'idée d'oser toujours admettre d'une certaine manière que dans ma future interview, il y aura un nouvel apprentissage, et que ça me permettra à nouveau de grandir. D'ailleurs, c'est très très juste ce que tu dis, et peut-être que Constance, tu pourras confirmer, mais c'est que
quand on est journaliste, parfois, déjà, il faut soumettre un angle pour vendre un sujet. Et cet angle-là, bah, ça implique, ça induit quelque part qu'on a une réponse attendue. Et ça arrive aussi souvent qu'on cherche des bons clients, donc des gens qui vont effectivement coller pile poil à cet angle et dire exactement ce qu'on attendait et tout. Donc, c'est ce que tu disais aussi, Julien, c'est que oui, c'est ce biais de confirmation qu'on attend souvent. Et là, le podcast, clairement, nous, on ne sait pas ce qu'on va avoir en fait. Enfin, on ne sait pas ce que la personne va nous raconter, c'est sa vie entière. Donc, d'une part. Et d'autre part, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas tous les sujets. Donc, on se laisse surprendre, on se laisse guider. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité et c'est la moindre des choses. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que nous-mêmes, on apprend en faisant ce podcast. Et je pense que c'est la même chose pour notre audience. Et c'est pour ça qu'elle nous remercie, qu'elle est reconnaissante. Et nous aussi, on est reconnaissant de recueillir ces paroles-là, ces récits de vie avec Douce Dibondo. Et c'est vraiment génial, génialissime. Et c'est ce que tu disais un peu aussi, Nina, c'est que tu apprends aussi beaucoup en faisant le podcast. Et ça te guide, ça te donne des idées pour la suite de ton podcast. Ouais. C'est aussi une forme de co-création, comme tu disais. Et puis, l'écoute du podcast amène à l'ouverture en fait, de réflexion chez les auditeuristes qui elles-mêmes, voilà, des sujets. En fait, en entrant par une porte, par exemple, quelqu'un qui va écouter un épisode parce que c'est vraiment sa situation, je sais pas, un papa blanc et une maman marocaine, et qui pense écouter un récit qui va vraiment être proche du sien, va découvrir en fait quelque chose de tout nouveau, va découvrir des questions qu'elle s'était pas posées mais qui sont peut-être pertinentes pour elle-même. Et il y a des gens aussi qui me disent, en écoutant cet épisode, j'ai commencé à me poser telle et telle question, et là j'ai entamé un processus il y a des gens qui se mettent à écrire des poèmes, qui veulent lancer, donc il y a des groupes de discussion, mais il y a beaucoup de projets artistiques et personnels qui se créent autour de ça. Et un autre outil permet d'engager de la création derrière et la transformation de cet engagement il y a des gens qui vont peut-être rejoindre, je sais pas, des associations, ce genre de choses. Ça fait un peu un effet boule de neige, et nous, on découvre des sujets auxquels on n'avait pas pensé, mais on découvre en même temps que les auditeuristes, et ça, c'est intéressant. Du coup, je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu disais, Julien, parce que tu parlais tout à l'heure un peu de métier de niche que tu avais découvert grâce au podcast, qui émergeait parce que tu avais des questions des auditeuristes. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques en termes d'environnement dont on n'a pas parlé, qui ont émergé comme ça de par cette rencontre avec ta communauté? Des problématiques que tu t'étais pas forcément posées aussi, voilà, comme ça. Est-ce que ça te vient en exemple? En fait, ce que je trouve passionnant avec le podcast 2030 Glorieux, c'est que de plus en plus, on ne parle pas de ce qu'on doit faire maintenant, mais comment ça va nous transformer et quel est l'état qu'on va réussir à atteindre. Et donc, d'habitude, ou dans des conversations écolo, ou même en fait, 2030 Glorieuses, et ça commence par moi, on parle vraiment de la protection du vivant dans son ensemble. Donc, on va parler de bien plus de choses que de questions écologiques, même si on s'y rapproche souvent. On ne va pas parler de s'il faut passer je dis n'importe quoi, de l'énergie nucléaire aux renouvelables, s'il faut passer à la mobilité douce ou complètement arrêter l'alimentation carnée. On va au contraire parler de vers quoi ça va nous emmener, c'est-à-dire là, les derniers échanges, par exemple, c'était apprendre à nouveau à contempler la nature, se réancrer dans le moment présent, décider de nouveaux maîtres pour mesurer le succès de nos sociétés, voir la différence comme une force plutôt que comme une faiblesse, et comment elle peut nous enrichir et comment on peut participer et activement aller la rechercher. Et donc, en fait, moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'on n'est plus dans la mécanique, on est dans les objectifs à atteindre, et c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus séduisant, je trouve beaucoup plus enthousiasmant que de simplement essayer de voir un problème et d'y apporter une solution, parce qu'en fait, on se rend compte que quel que soit le territoire, quelle que soit la génération, quel que soit les niveaux économiques et culturels, en fait, les différences, il y aura trop de différences dans les solutions à apporter, et qu'on ne peut pas s'entendre sur une seule solution, parce qu'en fait, elles seront vraiment protéiformes, et au contraire, on doit tendre vers une permaculture des solutions. Donc, plutôt que de s'écharper sur ces solutions, les caps à atteindre sont beaucoup plus enthousiasmants.
Une permaculture des solutions. J'adore l'expression. Je la note. J'ai vu, il y a une question de Priscilla, on va y répondre, mais du coup, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Julien. Merci pour la permaculture des solutions. En fait, là, c'est plus par rapport à ce que vous disiez, Nina et Anthony, sur un aspect qui est la question d'utiliser le podcast. En fait, j'ai un peu entendu quelque chose qui serait de l'ordre de éviter le burn-out militant quelque part en utilisant le podcast comme une sorte d'outil pédagogique. Et je me demandais, parce qu'on a abordé cette question-là un petit peu en pré-entretien avec Anthony, sur la question de l'engagement, et je veux bien, si tu as envie, Anthony, de revenir sur le processus qu'il y a eu au moment où tu as créé le podcast. Et sur ton engagement, j'avais trouvé que ta manière de voir les choses était intéressante sur cette question de qu'est-ce que c'était militer avant de commencer le podcast et après. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, et sinon je peux repréciser ma question. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais très brièvement, oui, je pense que... Alors, déjà, on l'a créé ensemble avec Douce Dimondo. C'est une co-création. On est tous les deux cofondateurs et cofondatrices, Equitimité. Et je pense que déjà, c'est marrant parce qu'en termes de cible, Douce imaginait vraiment comme un podcast pour adresser aux personnes par et pour des personnes racisées et queer. Et je l'imaginais plutôt justement comme une ressource pédagogique potentielle qui nous servirait à être balancée aux gens dès qu'il y a un sujet qu'ils ne maîtrisent pas ou quoi, pour être éduqués sur la question très rapidement, très facilement, et qui nous économiserait en fait du temps et de l'énergie mentale, etc. Et la question du burn-out militant, elle s'est posée assez rapidement aussi parce que justement, je le vivais assez mal en fait, le début du podcast, parce que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup déprimé. Non pas à cause de la réception du podcast, mais justement de recueillir tous ces vécus, ça m'a donné une vision de la société qui était assez... que je présumais, mais là, avoir ces récits intimes qui racontent en fait ce que font dans les corps, dans la chair, ces violences structurelles, c'était assez douloureux. Mais j'en suis revenu et j'ai appris que c'est ce dont souffraient beaucoup de militants et militantes, en particulier qui militent contre les violences sexistes et sexuelles, qui recueillent des récits assez durs. Mais justement, je ne me sentais pas militant en faisant Equitimité. Et avant de faire Equitimité, j'étais juste journaliste. Je ne me sentais pas spécialement engagé parce que pour moi, ce n'est pas possible. Tout point de vue est situé. Et même quand on est en train de rappeler des choses qui existent déjà, eh ben, c'est déjà une forme d'engagement. Rien n'est jamais neutre, en tout cas, pardon. C'est surtout ça, c'est que quelqu'un qui écrit au Figaro n'est pas neutre, il n'est pas moins engagé que quelqu'un qui écrit pour l'Humanité. Il n'y a pas de journalisme neutre, ça n'existe pas, c'est un mythe qui sert seulement l'oppresseur et les oppressions, en fait, les personnes dominantes. Mais au fur et à mesure d'Equitimité, je me suis rendu compte que c'était aussi une forme de militantisme ou d'activisme, de prendre soin des autres, de créer des ressources pédagogiques, de fédérer autour de questions sociales. Et justement, c'est ce qu'on fait à travers le festival, par exemple, qu'on avait fait l'an dernier. Il y avait des cours d'autodéfense féministe, il y avait des cours de voguing, des cours de yoga, des cours de loisirs créatifs. Enfin, on a fait plein de choses différentes comme ça et c'était une forme de care. Et ça, c'est aussi révolutionnaire. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait aussi une journée self-care au Carreau du Temple avec des cours de yoga, une foire aux questions sur la santé mentale, des mises en contact avec des psys racisés et queer. Enfin, voilà. C'est aussi ça, en fait. C'est aussi une forme de militantisme. Et maintenant, j'ai arrêté de dire non, mais je ne suis pas militant, je ne suis pas engagé. J'ai fini par comprendre que déjà, ce n'était pas un mot sale. Et ça, c'est vraiment un présupposé journalistique, en fait, que journaliste et militant, ça ne va pas ensemble, ou alors c'est que c'est mal. C'est pas bien, on n'est pas assez neutre. Mais l'objectivité journalistique, c'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Et j'ai arrêté d'y croire. Et je m'égare. Je ne sais plus quelle était la question. Mais je crois que tu as répondu parce qu'on parlait de du coup l'évolution de cet engagement et ça me... Ah oui. Voilà, du coup tu y réponds aussi par le CAIR en fait. Ouais. Et justement, le militantisme, c'est pas effectivement que les manifs, aller gueuler avec des pancartes dans la rue, c'est aussi d'autres formes de militantisme. D'ailleurs, le mouvement Black Lives Matter parle de moins en moins d'activistes, parce que d'ailleurs, ce glissement sémantique est assez intéressant. En France, on parlait plutôt de militants avant, maintenant on commence à parler d'activistes, parce que militant, c'était trop connoté politique, activiste, c'était plus neutre, soi-disant.
Mais ça renvoie à peu près à la même chose. Et maintenant, Black Lives Matter parle beaucoup de organizers plutôt que activists. Donc, et c'est un peu aussi comme ça que je me vois aujourd'hui. C'est plutôt un organisateur en fait, de choses, de ressources pédagogiques, de journées de self-care. Et je vais aussi en manif, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est pas la seule manifestation de... Enfin, la seule définition de ce que c'est que le militantisme ou l'activisme. Et voilà, je parle trop. Pas du tout, et enfin, moi, je voulais bien rebondir sur juste le côté genre journaliste et avec un angle et comment le podcast te permet aussi de sortir pour toi de ça et aussi pour les auditeuristes. Effectivement, j'ai même, enfin, moi en tant que journaliste, ça m'a posé vachement en question et c'est aussi pour ça que je vais vers le podcast et que j'en fais et que j'en produis et que j'en réalise. Ça m'a permis, comme vous, d'aborder des questions auxquelles j'avais pas pensé, de me laisser aller à une écoute vraiment active qui, à la fois, enclenche certaines choses dans mon engagement et aussi dans les questions que je me pose ou juste me sort complètement de ma zone de confort et des choses que je connais, de mes privilèges aussi. Enfin, en tant que femme blanche, c'est hyper important. Enfin, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à être confrontée à des questionnements par le biais de podcasts que j'écoutais ou que je créais qui m'ont vraiment sorti physiquement quoi, dans le corps de ça, au point que je suis en train d'écrire une formation sur la question de comment, en tant que journaliste ou média activiste ou podcasteur, on s'adresse à des personnes qui ont un trauma ou qui vivent des situations de trauma. Donc ça m'intéressait aussi vachement ce que vous disiez, c'est dans le cadre de Prenons la Une, l'assaut de journaliste. Et ça m'intéresse vachement ces questions-là parce qu'on n'est pas formé à la question de l'écoute active et de comment notre engagement est très présent à la fois dans notre travail, mais aussi dans la manière dont on aborde ces questions-là et même comment on pense le podcast. Donc, c'est-à-dire comment on l'écrit, quels invités on a. Donc, voilà, j'essaye de penser quelque chose. Il y a beaucoup de ressources anglo-saxonnes, en anglais sur ces questions-là. En France, c'est vraiment pas abordé, toujours parce qu'il y a cette idée d'objectivité, de neutralité. Donc, commencer à penser l'intervieweuse comme quelqu'un qui, en fait, est un être humain et, et a des sentiments et situé, c'est très compliqué pour nous. Voilà. Et c'est vraiment une déformation professionnelle de journaliste, en fait. On ne voit pas les personnes comme des sujets, mais comme des objets d'articles. Et le podcast, c'est beaucoup moins possible d'envisager les personnes comme ça. En fait, ça devient des sujets et des sujets avec lesquels on interagit, quoi. Et effectivement, oui, c'est une écoute active. On peut se laisser surprendre par un sujet, pas par un objet. C'est beaucoup plus compliqué. Mais, et Prenons la Une, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une asso féministe pour donner plus de place aux femmes dans les médias parce qu'elles sont souvent invisibilisées et en tant qu'expertes, et en tant que journalistes, et en tant que sujet invité. Elles sont totalement invisibilisées. Ouais. Merci. Non, mais merci de préciser. Du coup, on va peut-être passer si vous voulez. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Mais je pense que ça fait assez écho aux questions qu'on a eues de Priscilla, notamment sur la première question de la cible des podcasts, parce qu'en fait, on parle aussi de ça. Quand on parle de cible, effectivement, Priscilla demande... elle dit, j'ai l'impression que la cible des podcasts est encore très parisienne. Est-ce que ça va, à votre avis, ça va évoluer ou peut-être que je me trompe? Est-ce que je suis dans l'erreur? Effectivement, moi, ça me dit quelque chose de, oui, pour l'instant, c'est encore très féminin. Les études qu'on a, on a peu de chiffres, mais c'est un auditorat très féminin, entre 20 et 30 ans, et très parisien, très CSP+, donc plutôt classe moyenne supérieure. Mais peut-être que ça, c'est des études très globales et que vous avez des retours différents avec d'autres outils et peut-être qu'on peut y revenir pour chacune d'entre vous. Alors moi, au niveau de mon audience, les statistiques auxquelles j'ai accès, en fait, c'est Instagram pour savoir qui me suit sur le compte et sur la plateforme qui héberge le podcast. Parce qu'on parle de métissage culturel, il n'est pas écouté qu'en France, mais c'est quand même beaucoup de gens qui sont sur Paris. Ça correspond à ce qu'on entend généralement sur l'auditorat du podcast.
C'est quelque chose qui me pose problème parce que moi, je viens pas de Paris et aussi, j'ai découvert le podcast à Paris, donc je confirme un peu la règle du parisianisme. Et donc, comment est-ce qu'on va chercher ces autres personnes? Comment est-ce qu'on va chercher le reste des régions de France? Parce que je viens du Limousin, par exemple, et je me suis construite seule dans un environnement très blanc, et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce podcast pour donner des outils d'accompagnement dans leur construction identitaire à toutes les personnes qui peuvent se retrouver aussi seules que j'ai été. Peut-être que ça se réfléchit et la solution se trouve dans accompagner l'écoute de ce podcast et accompagner le podcast d'autres événements et d'autres acteurs relais. Aller organiser en fait des choses, des événements qui se passent peut-être pas qu'à Paris, s'appuyer pourquoi pas sur des auditeuristes qui auraient envie de mobiliser, de créer des petites communautés dans leur ville. Peut-être s'appuyer sur d'autres acteurs, que ce soit associatifs par exemple. Et d'aller, en fait, c'est à nous aussi de faire la démarche d'aller chercher ce public-là, parce que s'il reste que parisien très féminin, c'est très bien, mais on ne va pas avancer jusque là où on pourrait avancer. Donc voilà. C'est sûr que c'est pas évident, hein. On va pas. Je crois que là, il faut grappiller petit à petit. Et dans ce que vous avez dit aussi tout au long de l'échange, le fait d'offrir le podcast comme un outil pour que ceux qui et celles qui nous écoutent puissent en fait s'en saisir pour recréer des conversations, ça va permettre aussi aux gens d'aller voilà, petit à petit étendre le giron, l'audience du podcast. Mais c'est sûr que oui, c'est parisien, oui, c'est féminin. Plutôt que de dire que c'est seulement parisien, moi, la communauté, ça commence par moi, elle s'étend majoritairement aux grandes villes. Donc, c'est autant parisien que bordelais, toulousain, montpelliérain, lyonnais, lillois, etc., etc. Et après, en général, avec le temps, les Parisiens qui fuient Paris amènent leurs habitudes. Mais c'est vrai qu'on a aussi peut-être beaucoup une consommation des podcasts dans les réseaux de transport, là où on a le temps, et peut-être moins dans la voiture, paradoxalement. Ouais, c'est très juste. J'ai l'une de mes meilleures amies pardon, qui est responsable logistique. Et elle passe sa vie dans des camions ou dans des transports routiers. Et enfin, pardon, à conduire, quoi, une voiture. Et elle m'avait dit qu'elle n'arrivait pas à entendre Extimité. Et nous, on n'avait jamais réfléchi comment est-ce que le podcast pouvait être entendu correctement ou non, diffusé sur une radio de voiture, en fait. Et c'est au bout d'1 an qu'elle nous a dit ça. Donc, qu'elle l'entendait très mal et que souvent, c'était le cas pour les podcasts natifs, alors que les podcasts produits par des radios, ou la radio en général, elle n'était pas du tout montée, mixée de la même manière. Elle était vraiment audible en voiture. Concernant le parisianocentrisme des podcasts, ouais, c'est édifiant et Extimité, l'audience d'Extimité le confirme aussi. Mais on est assez aussi écouté dans d'autres pays francophones d'Afrique et d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, au Canada. Du coup. Et ça, on est content. Et Spotify, Nina, je ne sais pas si tu as regardé les stats de genre, mais elles sont peut-être plus fiables que... Enfin, pas fiables, mais ça te donnera un autre son de cloche que les stats de Instagram. Et concernant cette dynamique de genre, je la trouve fascinante et édifiante aussi, c'est que nous, sur Instagram, l'audience d'Extimité, elle a doublé à cause de à cause et grâce à Black Lives Matter. Et on était passé d'un ratio de 70% de femmes à 30% d'hommes avant Black Lives Matter, le regain avant George Floyd, pardon. Et après sa mort, notre audience a doublé et l'écart s'est accentué, mais de manière assez criante. C'est passé à 90% de femmes pour 10% d'hommes. Ouais. Et ça montre à quel point déjà les femmes sont beaucoup plus proactives dans la déconstruction. Et ça montre aussi à quel point les hommes ne le sont pas. Et aussi, je trouve ça grave, franchement. Et là, ça commence à se rééquilibrer à nouveau comme avant, mais ça met du temps, quoi. Et je trouve ça hyper symptomatique, significatif, ce ratio qui s'accentue
au moment de crispation sociale ou de questionnements sociaux et politiques, quoi. Et je m'égare. Ah oui, non, et nos stats, pardon, d'hébergeurs, de diffuseurs, d'hébergeurs, Acast, merci Acast, elles sont un peu plus enthousiasmantes. Le ratio de genre est un peu plus équilibré. Je crois que c'est 60% de femmes et 40% d'hommes. Mais on a aussi un public qui s'identifie comme non-binaire. Et ça, c'est Spotify qui nous le dit. Spotify, tu peux t'identifier comme non-binaire et ça, c'est génial. Et on a un public non-binaire et revendiqué comme tel, assez intéressant. Et on l'adore. Merci beaucoup. Oui, il y avait aussi, au-delà du public de chacun et de nos podcasts, il y a la question aussi, donc, comment vous avez fait pour créer vos podcasts. Donc la question de Priscilla, c'est comment c'est possible de créer un podcast et d'avoir un boulot à temps plein à côté. Donc on a chacune des modèles différents, et je pense que du coup ça répond aussi on peut répondre aussi à la question du business model de ces projets. Voilà, moi en ce qui me concerne, c'est une partie de mes activités. Par ailleurs, j'ai aussi fondé une asso et du coup je suis rémunérée à ce titre. Donc en gros, et je suis pigiste, donc en gros je suis indépendante et j'ai plusieurs activités qui me permettent de faire certains projets, ce qu'on appelle à charge de travail, c'est-à-dire sans être forcément rémunérée ou en étant rémunérée bien plus tard. Voilà, ça m'arrive d'être rémunérée pour faire du podcast et pour réaliser des podcasts indépendants. Donc il y a aussi des sous, mais c'est pas du tout par des voies officielles, c'est vraiment des questions de bouche à oreille. Et je pense qu'il est possible de créer de plus en plus des business models pour ces projets et de répondre à des appels à projets. C'est ce que j'ai fait pour mon association qui s'appelle Jouir et qui propose des ateliers et des formations de podcast autour des questions de genre, d'intimité, de sexualité. Donc ça, c'est financé par un appel à projet européen. Donc c'est possible. Voilà. Et après, indépendamment sur certains projets, c'est possible aussi de répondre ou d'envoyer des projets à des studios de production qui existent. Donc là, Priscilla, tu parles de Binge Audio, Nouvelles Écoutes. Il y a aussi Paraiso qui existe. Voilà, peut-être, et même des grandes plateformes comme Spotify ou Deezer qui recherchent ça. Mais il faut vraiment aller chercher en fonction du projet et pas hésiter aussi à se rapprocher, je pense, de podcasteurs, podcastrices qui qui traitent de sujets similaires pour leur demander conseil. Généralement, moi, j'aime bien répondre à ce genre de questions et s'entraider. Je pense que ça fait aussi partie, pour moi, de l'engagement, de pouvoir aussi s'entraider. Et comme c'est des sujets de niche, et si quelqu'un vient me parler d'un sujet un peu plus de niche, de genre ou d'intimité, d'aller voir, de voir ce qui est possible et partager des ressources. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir à ce qu'on disait juste avant sur le public très parisien et potentiellement international, ce que je trouverais génial avec Zencastr, c'est que Julien ou Nina, et Nina, et nous d'ailleurs, Extimité, on puisse aussi enregistrer à distance avec des gens qui vivraient ailleurs, à l'étranger, etc. D'autant plus que les questions écologiques, où il y a peut-être d'autres solutions qui existent ailleurs, qui sont déjà appliquées, qui fonctionnent très bien, ce genre de choses. Et peut-être aussi pour les appels à projets, ça peut marcher, j'en sais rien. Parce que là, tu viens de dire, Constance, que c'était une bourse européenne, un appel au projet européen. Et oui, peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir de façon si nationale et peut-être plus internationale. C'est compliqué ici, ça peut aussi être compliqué ailleurs, mais quitte à ce que ce soit compliqué, autant que ça marche, je sais pas. Et la question, comment est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on a un temps plein à côté? Douce, Douce, ma collègue avec qui je travaille sur Extimité, elle est podcasteuse. Elle veut aussi produire des podcasts pour d'autres médias et d'autres maisons de podcast, studios, pardon, de podcast. Et à côté, elle est pigiste. Et moi, je suis pigiste uniquement dans la presse écrite et podcasteur sur Extimité qui ne nous rapporte pas d'argent, qu'on fait bénévolement. Et pour l'instant, c'est censé rester comme tel. On ne crache pas sur l'argent, on dirait bien oui, mais c'est juste que ça ne se bouscule pas au portillon. Et justement, je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup de mal à être cerné par les médias et les annonceurs potentiels qui ne comprennent pas trop ce qu'on fait et qui savent très bien que c'est imprévisible en fait. On ne peut pas trop leur dire bon, vous inquiétez pas, les 6 prochains épisodes ne sera que des femmes cisgenres, hétéros, donc vous pouvez nous vendre un truc de make-up très simple. Non,
on a autant d'hommes que de femmes qui peuvent être invités. On a aussi des personnes non binaires. C'est pas forcément... Enfin, les questions abordées sont tellement politiquement engagées que ça peut faire changer l'annonceur. Et ça à prendre en compte aussi dans le business model de ton podcast et dans l'écriture de ton podcast. Tu veux gagner de l'argent avec ton podcast. Et oui, non, n'hésite pas à envoyer des mails effectivement aux podcasteurs et podcasteuses qui seront sans doute ravis de répondre, surtout s'ils sont indépendants et indépendantes. Enfin, nous, on le fait tout le temps avec Intimité. Et on fait aussi des ateliers podcast parfois. Et justement, en fait, il y a souvent des gens de notre audience qui viennent pour nous poser des questions pendant le truc parce qu'ils veulent se lancer. Et voilà. C'est quelque chose qui est en plein lancement. Hein. Pardon, Nina, tu veux y aller? Non, vas-y. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de bon modèle. Hein. Et en plus, on peut tout essayer parce que ce qui est d'extraordinaire, c'est que créer son podcast, si on veut le faire rapidement, ça peut coûter quasiment 0 € parce que on utilisera le micro de son téléphone. Ou si on veut le faire de manière pro, en fait, pour 400 balles, on s'achète un Zoom, un micro et puis c'est parti. Hein. Et en logiciel de montage, maintenant, Audacity est gratos et ça marche très bien. Et derrière, on le disait, Zencastr, qui est une plateforme d'enregistrement gratuite aussi qui permet d'enregistrer à distance. Enfin, les outils sont là. Après, c'est sûr que c'est du taf. Hein. Je ne sais pas vous, les gars, guys, mais c'est pour moi qui, là, en ce moment, poste une fois toutes les 2 semaines en format de 45 minutes. J'y passe au minimum une journée par semaine, voire plutôt une journée et demie si je suis honnête dans mon calcul du temps passé aussi sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, ça peut être concilié avec un boulot à plein temps à côté, mais ça fait beaucoup de soirées quoi, et un peu de week-end. Après, c'est la question de l'exigence du podcast et du format. Est-ce qu'il y a du montage? Est-ce qu'on a envie de nettoyer les E et les A? Est-ce qu'on a envie derrière de le poster sur plusieurs plateformes? Est-ce qu'on a envie de créer des partenariats presse pour les relayer dans des girons encore une fois un peu différents? Ça aussi. Moi, j'ai eu 3 formats de podcast, un qui s'appelait Ça commence par nous, ensuite Ça commence par moi l'émission, ensuite 2030 Glorieuse. Et j'ai eu la chance au début d'être accompagné par une association, enfin une radio associative. Et donc, en fait, c'était la première année complètement bénévole de mon côté, mais eux, ils avaient mis à disposition un mec qui m'aidait sur toute la partie son, diffusion et qui m'a en fait formé à toutes ces questions et qui m'a permis d'être complètement autonome. Raphaël, si tu nous regardes, big up. Et la deuxième année, ils m'ont accompagné sur le modèle économique. Et on avait trouvé des sponsors qui me donnaient l'impression de pas trop vendre mon âme au diable, puisque c'était Ecosia et Crédit Coopératif qui finançaient un peu le podcast. Et là, pour 2030 Glorieuse, aujourd'hui, je le remets un peu sous couvert de l'association Ça commence par moi. Et donc, du coup, j'ai décidé pour l'instant de ne pas y associer de promotion parce que, je sais pas, l'idée d'y accoler des marques, ça me semblait un peu déplacé. Donc, c'est quelque chose qui, à nouveau, ne génère pas de revenus, mais qui fait partie de toutes les activités de l'association et du coup, la stabilité est trouvée autrement. Alors, moi, de mon côté, c'est au niveau de la création du podcast. L'idée, elle est apparue en mars 2018. Il m'aura fallu encore 1 an derrière pour faire le premier enregistrement, le temps de me sentir légitime, trouver du temps dans ma vie et me procurer du matériel nécessaire. Et il aura encore fallu 1 an derrière, puisque c'est sorti en mars dernier, pour que le premier épisode sorte. Et pareil, toujours une question de temps, de vers où est-ce que je voulais aller. Je conseillerais Alors, il faut bien prendre en compte, quand on est en indépendant comme ça, qu'il y a tout se compense pas autour du podcast. Il y a d'un côté faire l'enregistrement et monter son épisode, mais derrière, il y a le diffuser sur les réseaux sociaux, s'occuper de ses réseaux sociaux, de toute sa communication. Il y a tout un travail de secrétariat, du contact des personnes, de répondre aux personnes, de courir après les gens pour enregistrer des épisodes. Donc, moi, je fais tout toute seule de A à Z. C'est multicasquette et c'est énormément de travail. Le fait de le lancer pendant le confinement m'a permis de faire ça un peu zen parce que j'avais pas de vie sociale à côté, donc personne m'attendait. Hein. Ça, je pouvais bien passer mes soirées à faire du podcast. Mais il y a un arbitrage à faire entre le temps qu'il y a à disposition, le format que tu veux avoir, adapter ton format en fait au temps que tu as disponible. Et puis après, au niveau du modèle économique, ça c'est quelque chose sur lequel il faut que je réfléchisse. Pour le moment, je fais tout en indépendant aussi parce que
j'avais pas envie de proposer ce pitch-là à un studio de podcast parce que j'avais envie en fait que la réalité des studios de podcast aujourd'hui est que quand même ce sont, même s'ils font des émissions qui sont tenues par exemple par des personnes racisées ou par des personnes LGBT, les personnes qui reçoivent l'argent de ces podcasts derrière et qui tiennent ces studios, ce sont pas forcément des personnes concernées et c'est pas c'est pas un modèle dans lequel j'avais forcément envie de m'engager. Mais c'est si tu as une intuition, quelque chose, un format qui t'intéresse ou un sujet qui t'intéresse, il y a de la place pour tout le monde. Il y a 80 000 journaux sur la sexualité qui parlent du bien-être, de ceci. Donc, il y a la place pour ouvrir la voie à tout le monde dans le podcast. Pas être trop exigeante avec les premiers épisodes. Faut être quand même un minimum bienveillante avec soi-même, mais toujours être fier quand même de ce que tu vas poster parce que ça va rester. Et puis aussi, moi, j'ai eu mon idée tout seul et je me suis lancée tout seul dans cette aventure. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a peut-être moyen, dans cette idée aussi d'économie de temps, de trouver des personnes avec qui monter ce projet. Par exemple, Douce et Anthony, c'est un duo et vous avez l'air très soudés, mais en même temps, bon, 2 personnes, c'est pas énorme. Mais peut-être essayer de créer une petite communauté autour de cette idée de podcast et voir si vous pouvez pas la lancer ensemble et adapter un format qui pourrait vous décharger tous et toutes ensemble. Mais ouais, grave. Justement, être deux, ça peut être très utile. Douce et moi, pour Extimité, ça marche bien. Elle est très, très à l'aise avec Instagram. Moi, je suis vraiment une bille. Je sais pas m'en servir. Je suis plus, j'essaye d'être drôle sur Twitter et ça lui convient. Je suis pas trop gênant et ça marche bien comme ça, tu vois, pour les réseaux sociaux. Au-delà de ça, elle est très douée en montage, en réalisation. Elle adore ça, la texture du son. C'est un truc qu'elle sait travailler, qu'elle aime travailler. Moi, je déteste faire ça. Je suis un boucher. Je monte vraiment à l'arrache. Et je suis pas du tout un esthète du son, là où elle est vraiment très douée là-dedans et tout, donc on est très complémentaires. Et ça, c'est une idée aussi, effectivement, Priscilla, si tu veux te lancer, de trouver un ou une partenaire et pas forcément un ou une amie, mais justement l'envisager vraiment comme du travail et trouver un partenaire de travail. Et ça peut effectivement te décharger beaucoup. Enfin, c'est pas forcément te décharger, mais en tout cas vous épauler mutuellement. Et quand il y en a un qui fatigue, l'autre peut encore être là, ce genre de choses. Enfin, là-dessus, je pense que l'extimité, ça aurait été fini depuis longtemps s'il y avait que moi et s'il y avait qu'elle aussi. Et voilà. Il y avait une dernière question, il est 11h08, du coup on va peut-être utiliser un peu cette dernière question comme moyen de conclure, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi ajouter quelque chose, voilà, pas de problème. La dernière question de Priscilla, c'était pourquoi arrêter un podcast puisque les sujets semblent un peu sans fin. Voilà, et sur ça, moi je dirais juste que en fait, on peut aussi arrêter en fonction d'un modèle économique qui ne fonctionne pas ou en tout cas d'autres envies et voilà, ça peut arriver comme ça ou aussi parce qu'on ne trouve pas sa communauté. Moi, ça m'est pas encore arrivé ou alors, c'est pour parer à ça, moi ce que j'essaye de faire, c'est de prévoir des sortes de mini-séries pour pouvoir me dire là je vais tester cette idée ou cet angle ou voilà ce thème sur 5-6 épisodes. J'essaye de voir par rapport à ma capacité financière mais en termes de temps et je me dis on voit déjà 5-6 épisodes et puis après on avise et ça que ce soit un projet complètement bénévole et ou s'il y a des financements en fait. J'essaie de prévoir ça comme ça pour aussi pas m'épuiser à lancer plein d'idées ou à me lancer dans un truc qui serait sans fin, qui pourrait s'épuiser un peu tout seul, quoi. Voilà. Nina, vas-y. Allez, je savais que tu allais dire ça. Alors, moi, je touche je touche du bois pour l'instant parce que voilà, il a 5 mois, j'ai encore plein d'idées, il y a plein de choses à raconter. On verra bien vers où avance le cul entre deux chaises. Effectivement, arrêter peut-être aussi au moment où
si à un moment, toi, tu trouves que tu as fait le tour aussi, peut-être que tu n'arrives plus à avancer avec ton format, c'est peut-être que ce format-là, en fait, il a trouvé effectivement sa fin, mais que cette thématique-là, elle peut s'ancrer sur un nouveau format, évoluer sur quelque chose d'autre. Il y a aussi des gens qui, quand eux et elles-mêmes ne trouvent plus, se sont essoufflés sur leur podcast, le fil à quelqu'un d'autre. En fait, c'est un changement d'animation. Ça peut être un moyen de garder cette thématique en vie, en fait, cette communauté qui s'est créée autour de ce projet en vie, mais de lui donner un nouveau souffle. Et par rapport à cette histoire de fin d'un podcast, il y a beaucoup de projets que je vois ou que j'ai vu s'essouffler, en fait, que j'ai vu s'arrêter parce qu'il y a un essoufflement aussi, il n'y a plus d'énergie par les personnes qui le créent ou le produisent. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure de cette notion en fait, d'arbitrage et d'arriver à essayer d'évaluer ses forces, la possibilité qu'on a au niveau temporel, financier, de l'énergie à mettre dans ce podcast pour en fait, pour adapter, pour toi t'adapter et pour essayer de durer le plus longtemps possible si tu as l'impression de ne pas être arrivé au bout de ton idée. Quand on est en indépendant, l'avantage, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, pour Extimité, on peut faire des pauses. Finalement, personne ne nous paye, donc personne ne va pas nous payer quand on fait des pauses. Hein. Ça va pas nous changer grand-chose. Donc, l'audience le comprend, les auditeuristes le comprennent très bien. Quand on a besoin de faire des pauses, quand on est un peu en retard sur son épisode ou ce genre de choses. Donc, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est une évolution de ton format? Est-ce que ton format, il faut qu'il s'arrête? Est-ce que c'est juste toi par rapport à ça? Voilà. Oui, Julien, pourquoi toi, tu as changé de projet à chaque fois, changé de nom de podcast, etc. C'est toi qui m'interviews Non, maintenant, Anthony? des formations Attends, mais professionnelles. Nina a tout dit. Je crois que il faut savoir s'écouter et en fonction de l'énergie, là où on se sent pertinent, de temps en temps, on sent que la manière d'aborder un sujet a peut-être fait long feu et peut-être que d'autres arrivent aussi et que c'est important de savoir aussi laisser la place, d'être suffisamment humble et d'avoir du recul pour dire bon bah là je crois qu'à un moment il y a eu une énergie, il y a eu une dynamique et que maintenant bon bah peut-être que d'autres pourront continuer à porter ces sujets bien mieux que ce que je faisais. Et puis en fait moi pour l'instant le podcast ça reste très égoïste à chaque fois hein, comme démarche. C'est vraiment parce que j'ai envie de répondre à des questions et aller rencontrer des gens inspirants à chaque fois. Et donc, au fur et à mesure, des personnes que je trouve inspirantes, les podcasts changent. Et ça aussi, c'est génial comme pour ça. Continuer à attiser sa curiosité. Oui, je pense que vous avez tout dit. Nous aussi, on a hésité à arrêter Extimité. Enfin, nous, pardon, on a hésité à arrêter Extimité là, au moment du confinement. Ça devait être la dernière saison. Et on l'a pas dit publiquement, mais on y réfléchissait sérieusement, quoi. Justement parce qu'on était fatigués. Très, très fatigués, que ça ne nous rapportait pas d'argent et qu'on ne le faisait pas pour l'argent, mais c'était fatigant. Enfin, comme il n'y avait pas d'argent, on pouvait arrêter, justement. Ça arrêtait à la fin de cette saison 2. Et en même temps, on avait l'impression d'abandonner une audience qu'on avait soudée et à laquelle on se sentait appartenir aussi. Et donc, on a hésité, effectivement, comme Nina, tu le suggérais, à passer le relais à quelqu'un d'autre pour qu'il reprenne les clés d'Extimité pour continuer sans nous. Mais Julien, c'est là où j'allais rebondir, c'est qu'en fait, l'incarnation dans le podcast, c'est hyper important. Je ne m'en rendais pas compte, mais les gens s'attachent à des voix, à des personnes, des personnalités, enfin, autant qu'à des thématiques. Je ne sais pas si c'est plus, mais au moins autant qu'à des thématiques. Et on nous a clairement fait comprendre que si on passait le relais, ben, Extimité serait plus pareil. Donc, on avait intérêt à continuer. Mais on ne le fait pas à contre-cœur. Hein. On s'est aussi accordé une pause, tout simplement, et ça nous a permis de reprendre du souffle et vouloir continuer. Mais oui, l'incarnation, c'est hyper important dans un podcast natif. Et c'est aussi les limites d'être à deux dans le podcast Extimité, c'est que en fait, on est ensemble et du coup, on peut pas continuer l'un sur l'autre, par exemple. Mais il faut aussi que c'est aussi que l'incarnation est divisée par deux, donc les gens s'attachent moins que si elle était seule ou si j'étais seule. Donc voilà, c'est à double tranchant.
Ça permet de s'épauler, mais ça divise aussi le pouvoir de l'incarnation du podcast et donc le désir d'émulation, le désir de... Parce qu'en fait, mine de rien, pour être très, très terre à terre, quand tu es seul derrière les manettes, en termes d'incarnation, c'est beaucoup plus facile à monétiser aussi, je pense. Si Nina, toi demain tu veux faire une pub pour un annonceur, et ben, vu que tu es seul, ce sera beaucoup plus facile à incarner que si vous étiez deux, quoi. Là, en ce moment, on a une pub pour un annonceur, et ben, on doit parler tous les deux, c'est un peu bizarre et tout. Mais ça, c'est pas grave, mais juste, c'est plus logique et limpide quand tu es seul derrière un podcast. Et donc, quand est-ce qu'on arrête? Ben, on arrête effectivement quand on est fatigué, quand ça s'essouffle, ou alors quand on a épuisé la thématique, ce qui est très très rare en fait, d'épuiser une thématique effectivement. Et voilà. Je réponds trop mal aux questions. Mais non, pas du tout. C'est très pertinent, t'inquiète. Est-ce qu'on se fait peut-être juste un dernier mot, puisqu'on a de toute façon éclaté le timing? Est-ce que vous avez juste un dernier mot chacun pour clore cette séance? Et du coup, Lila nous dit de prendre soin de nous et de prendre soin de nous, et du coup, on prendra soin de vous. Grave. Est-ce que vous avez un dernier mot sur podcast et engagement, peut-être un dernier conseil? Voilà. Moi, j'aime bien de rester sur prendre soin de nous pour prendre soin de nos auditeurs. Ouais, c'est très bien. C'était passionnant. Je suis très heureux de vous avoir écouté et de voir à quel point il y a de la complexité, encore plus que ce que j'imaginais sur ces sujets. Merci pour vos témoignages. C'était passionnant. Oui, merci beaucoup, Julien, Nina, Constance. C'était génial. J'ai beaucoup appris aussi. Moi aussi, je voulais vous remercier. Et puis, parce que c'était super intéressant. Et puis, d'avoir vos expériences aussi de personnes qui sont dans le milieu depuis plus longtemps. Vous avez des retours d'expérience par rapport à moi. Et c'est de regarder. En fait, si vous cherchez, si vous trouvez qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à vous identifier à 100% à un format, que votre identité elle n'est pas représentée, n'hésitez pas à demander aux personnes qui créent des podcasts si ils ou elles connaissent d'autres formats qui pourraient aborder la question. En fait, ça fonctionne aussi sur la recommandation et que c'est passionnant en ce moment ce qui se passe. Je vois plein de podcasts se créer sur plein de sujets et ce sont des concernés qui prennent position. Donc, n'hésitez pas à demander et puis lancez-vous et venez nous parler. Voilà. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, ça me semble un peu galvaudé. Enfin, c'est très galvaudé, le fait de faire... que ce soit fait par des concernés, parce que souvent, ils le font ou elles le font de façon bénévole et après, ça les précarise. Mine de rien. Et ça, c'est... Enfin, Douce et moi, c'est parce qu'on est deux qu'on arrive à ne pas se précariser en faisant activité. Mais si j'avais été seule, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que ça me précarise. Donc, ça me dessert à long terme parce que, justement, si j'avais un mot de la fin, ce serait celui-ci, c'est que par rapport à la thématique de la table ronde, c'était vraiment le podcast pour passer à l'action. Eh bien, si tu as envie de te lancer à travers le podcast pour passer à l'action, quelque part, c'est une forme de militantisme, d'activisme, ok. Pour une lutte, ok, qui va sans doute te dépasser. Dont tu verras pas forcément le terme de ton vivant. Et ça, faut l'admettre pour mieux vivre avec, plutôt que d'être déprimé par ce constat et se dire en fait, ça va sans doute me dépasser. Je vais peut-être pas avoir la fin de cette lutte. Et donc, c'est raison de plus pour pas que je m'y épuise et que je prenne soin de moi et de d'autres partenaires dans cette lutte. Et ça, c'est ce que dit très bien Paya dans Extimité. Je crois que c'est l'épisode 7 de mémoire. C'est que oui, le repos fait partie de la lutte. Et ça, c'est hyper important de s'en souvenir pour tenir, en fait, pour durer. Et se dire que ça sert à rien de s'y donner corps et âme et d'y mourir. Enfin, d'y laisser sa peau, c'est pas le but. Enfin, tu as le droit de faire une pause dans ton activisme, dans ton militantisme ou dans ton podcast. Au contraire, si c'est pour mieux revenir, tant mieux. Et t'es pas obligé d'y revenir, en fait. Enfin, tu auras fait ta part, tu auras donné ta pierre à l'édifice et c'est tant mieux, quoi. Voilà. C'était censé être positif. Je me suis un peu rétamé sur la chute, mais c'était un message d'espoir. Moi, ça me réconforte beaucoup et ça permet de aussi prendre du recul tout en restant dans le pragmatisme et dans l'action plutôt que de partir dans une sorte de dépression qui nous empêche de passer à l'action. Donc, non, merci, vraiment. Merci. Oui, merci à vous.
Merci à toutes et à tous. Merci. Du coup, on va remercier Ground Control aussi d'avoir organisé cette conférence dans le cadre de l'été du podcast. Et du coup, c'est en live sur Facebook, mais ce sera rediffusé sur la page de Ground Control. Et je parle en mon nom, mais n'hésitez pas à me contacter et à nous contacter si auditeuristes et personnes qui nous ont posé des questions ont d'autres questions via nos réseaux sociaux, des différents podcasts ou voilà, sur Instagram ou Facebook. Avec plaisir. Oui, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde.